Game of Thrones arrive bientôt à son terme et c'est pendant la diffusion de la saison 8 que j'ai réussi enfin à terminer le 5e livre donc du Trône de Fer, l'intégrale 5 nommé A Dance with Dragon, une danse avec les dragons, qui était un pavé pour ne rien vous cacher, c'était un dictionnaire clairement. Ce livre était quasiment aussi long que le tome numéro 3. Je vous invite donc à quitter cette vidéo si jamais vous ne voulez pas vous spoiler le contenu de ce livre puisque je vais en faire la review détaillée. La particularité de ce livre c'est qu'il se décompose en deux parties. La première partie va s'occuper un petit peu de tout ce qui s'était passé en même temps que le livre 4, mais avec d'autres personnages comme Tyrion, Jon Snow, Daenerys, etc. Puis la deuxième partie du livre va reprendre là où nous étions arrêtés dans la première partie de ce tome, mais aussi dans la fin du 4e livre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour moi ça l'est. Qu'est-ce que je peux dire globalement de ce 5e tome? Il était excellent, pour ne pas dire génial. C'est peut-être le livre qui m'a le plus fasciné avec le 3e. Je serais tenté de dire qu'ils sont ex aequo pour moi, parce que la qualité d'écriture est exceptionnelle, la traduction est très bonne là aussi. En plus, il y a eu un changement de traducteur entre le livre 1 à 4, mais maintenant le livre 5 c'est un autre traducteur. Et je trouve que ce nouveau traducteur a fait de bons choix là aussi. Le 4e m'avait plu par certains aspects, mais déçu par d'autres, notamment les chapitres de Brienne que je n'avais pas du tout appréciés, parce qu'ils étaient plutôt lents et qu'ils s'intéressaient vraiment à toute l'horreur de la guerre autour de Brienne. C'était très descriptif, il y avait très peu de dialogue. Avec le 5e tome, on revient à la recette classique du Trône de Fer, c'est-à-dire des intrigues, des assassinats, des dialogues, beaucoup de discussions, bref, tout ce qui fait le charme de l'univers du Trône de Fer. Je ne vais peut-être pas aborder tout le contenu du livre parce que ça serait beaucoup trop long, je vais plutôt me concentrer sur les chapitres qui m'ont le plus intéressé, mais aussi les points de vue de personnages qui m'ont le plus marqué. Contrairement aux autres livres qui restaient plutôt centrés sur les personnages principaux, ce livre fait la part belle aux personnages, je dirais, secondaires, et du coup on a beaucoup de chapitres consacrés à d'autres personnages que Tyrion, Jon Snow, Daenerys, etc. Dans ce livre, on trouvera par exemple des chapitres consacrés à Mélisandre, mais aussi à Victarion et à Asha Greyjoy, qui se nomme Yara dans la série. Je pense par exemple à Quentyn Martell, mais aussi à Theon Greyjoy qui est devenu Schling. Bref, ce livre est très diversifié et il ne s'intéresse pas qu'aux personnages principaux, mais aussi à tout le bagage des personnages secondaires que J.R.R. Martin a réussi à tisser au fil de son histoire. Si je devais dégager un personnage clé vraiment de ce livre, pour moi c'est Schling, donc Theon Greyjoy. La qualité d'écriture autour de la psychologie de Theon dans ce livre est exceptionnelle, c'est peut-être même le personnage qui m'intéressait le plus dans tout le livre. Le fait de voir la déchéance de Theon et de se rendre compte qu'il est devenu Schling, c'est incroyable. Déjà dans la série, j'avais beaucoup apprécié le fait que le personnage soit meurtri, qu'il soit vraiment torturé. On voyait les tortures, alors que là on ne les voit pas. On a juste Theon Greyjoy qui se souvient par exemple que Ramsay lui avait arraché des ongles, lui avait cassé des dents, qu'il lui avait aussi arraché des orteils, du coup il a des difficultés à marcher, il a des difficultés à parler, il est vraiment très difficile. Les chapitres de Theon, c'est, comme je vous ai dit, ce sont les plus intéressants, mais ce sont paradoxalement les plus difficiles à lire parce qu'on a vraiment tout un détail autour de la torture qu'a vécu Theon. Par exemple, le mariage entre Ramsay Bolton et la fausse Arya Stark, qui était l'une des caméristes de Sansa, mais la façon dont elle est écrite dans le livre, c'est fou parce que on a vraiment l'horreur de la séquence qui est retranscrite dans les lignes de J.R.R. Martin, et ça c'est incroyable. Je pourrais pas vous décrire la scène parce qu'elle est vraiment insoutenable, je pense qu'elle est même pire que celle de la série, mais tous les chapitres de Theon sont incroyablement bien écrits, le personnage est meurtri, en plus on a vraiment accès à la psychologie de Theon parce qu'il pense intérieurement qu'il n'est plus Theon, il est devenu Schling, et à chaque fois qu'il pense à son prénom, il redevient Schling, et c'est terrifiant de le voir à chaque fois se dire « mon nom est Schling, ça commence comme château, mon nom est Schling, ça commence comme chien », à chaque fois il est comme ça, il est détruit psychologiquement et physiquement, et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, c'est un autre personnage, et le fait de voir ça dans le livre, c'est fou. Les chapitres de Jon Snow, c'était paradoxalement ce qui m'intéressait le moins dans le livre, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'intrigues autour des sauvageons, la présence de Shiren Baratheon avec sa mère dans Château Noir, avec toutes les intrigues des sauvageons, le fait de convertir à R'hllor, le fait que Stannis essaye de rassembler tout le Nord pour aller chasser les Bolton. Il y a beaucoup de sous-intrigues très intéressantes et bien détaillées. Là aussi, il y a tout un jeu de pouvoir qui était très intéressant, parce que Jon Snow devait jouer sur plusieurs plans. Il avait les sauvageons qui voulaient passer de l'autre côté du mur, il y avait
la promesse qu'il avait fait à Tormund. Il y a aussi tout le jeu de dupes avec le Seigneur des Eaux qui a été sacrifié à la place de Mance Rider, et Mance Rider qui est envoyé à Winterfell pour essayer de sauver la fausse Arya, que tout le monde pensait la vraie, mais en fait c'est une fausse. Il y a Mélisandre qui balance des prophéties à tout va, qui demande des visions de Azor Ahai à R'hllor, et que R'hllor lui montre uniquement de la neige. Du coup tout le monde se dit « Ah mais c'est Jon Snow et tout, peut-être ». Même nous, en tant que lecteurs, on se dit « Bah c'est Jon Snow, clairement, le fait de montrer la neige, c'est lui l'élu ». Le côté désorganisé des Sauvageons qui se retrouve confronté au contraire justement à l'organisation politique de Stannis qu'il est en train de mettre en place. Le fait aussi que Jon Snow essaye de cacher l'enfant de Mance Rider en faisant un échange avec l'enfant de Gilly, parce que si elle découvre cet enfant royal, elle pourrait être tentée avec Stannis et Sélys Baratheon de le sacrifier pour faire de la magie du sang avec ce fameux sang royal. C'était très bien les intrigues autour de Jon Snow, mais ce qui m'a le plus intéressé c'était de retrouver Tyrion Lannister qui va de l'autre côté du détroit et qui évolue avec Illyrio Mopatis et Varys au départ et qui au fil du temps va rencontrer un certain personnage qui s'appelle Griff, accompagné de Griff le jeune. Ils se révéleront être des personnages très importants, je vais vous le dire après dans l'histoire. Et Tyrion après il va être enlevé par Jorah Mormont, il va aller auprès de Daenerys, mais pas trop près que ça non plus, parce qu'il va rencontrer l'une des naines qui a participé au spectacle des nains lors du mariage de Joffrey, et il va se lier d'amitié avec cette naine, il va faire des spectacles avec elle, il va s'engager dans une compagnie de mercenaires, il va être esclave aussi, bref, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Tyrion et qui sont très différentes, mais c'est très intéressant de voir Tyrion un petit peu jongler entre le jeu des trônes, sa malice, le fait de pouvoir essayer de tirer le plus d'épingles du jeu pour essayer de s'en sortir le mieux, le fait d'échapper aux assassins envoyés par Cersei là aussi c'est très judicieux, et lui aussi comme Schling, il est très marqué par la dernière séquence qu'il a vécue avec son père. Avant de mourir, son père l'avait provoqué sur le sort des prostituées, et du coup Tyrion pendant pratiquement les premiers chapitres du livre, il est toujours en train de se remémorer les dernières phrases de son père, il était à moitié bourré, il faisait que picoler, il faisait que vomir aussi, et pendant plusieurs chapitres, il était enfermé autour d'une spirale négative avec le souvenir de son père. Il y avait pas mal d'humour aussi autour de Tyrion, de la provocation, le fait qu'il soit le nain, qu'il joue ses cartes, qu'il essaye de vendre Castral Rock, l'or de Castral Rock à gauche à droite, mais qu'au final il peut pas trop le faire parce qu'il est plus à Westeros, il est à Essos. Bref, en tout cas c'était très intéressant de voir Tyrion arriver aussi près de Daenerys à la fin du livre. Et pendant son voyage, je vous ai dit que Tyrion a rencontré Griff le jeune et Griff, deux personnages très importants parce que en fait, on se rend compte que Griff le jeune c'est Aegon Targaryen, un Targaryen qui a été caché par Varys, et que l'autre Griff c'est Jon Connington, l'ancienne main du roi d'Aerys II le roi fou, qui était exilé suite à sa défaite contre Robert Baratheon. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait Varys il a caché cet Aegon Targaryen, c'était le petit enfant donc de Elia Martell et Rhaegar Targaryen. Juste au moment où la montagne arrivait, Varys avait procédé à un échange de bébés, soi-disant, et il a réussi à envoyer ce fameux Aegon de l'autre côté du détroit pour le protéger. Ce qui est fou, c'est qu'il a vraiment les traits de caractère d'un Targaryen, mais du début à la fin, je reste persuadé comme beaucoup que ce n'est pas un vrai Targaryen. Pour moi c'est un feu noir, c'est-à-dire un bâtard Targaryen, et pour moi ça serait peut-être le fils d'Illyrio Mopatis avec l'une des feux noirs, parce que justement, Illyrio Mopatis, il dit bien que la lignée mâle des feux noirs a été éteinte, mais il ne dit rien sur la lignée femelle, alors du coup on se dit que peut-être ça pourrait être le fils d'Illyrio, parce que Illyrio il est très préoccupé par la santé d'Aegon, il arrête pas de dire comment va mon Griff, comment va le petit prince, à chaque fois il est très préoccupé par la santé de Aegon, et du coup je me dis que c'est peut-être un fameux fake Gon, c'est un faux Aegon et c'est un feu noir, ce qui explique pourquoi la Compagnie Dorée a brisé son contrat pour s'engager avec ce fameux Aegon, et du coup Aegon, Jon Connington et la Compagnie Dorée ont débarqué de l'autre côté sur Westeros, et ils ont réussi à s'emparer de plusieurs châteaux dans les terres de l'orage, et là ils étaient en train de s'engager pour essayer de s'occuper de la forteresse d'Akalmi qui était détenue par Stannis. Du coup ce livre ajoute un autre prétendant au jeu des trônes, et je pense que dans le livre 6, ce fameux Aegon ou ce Faegon, si c'est le vrai ou pas on verra bien, il va clairement jouer un grand rôle dans l'histoire, et j'espère qu'il va s'en sortir. Là aussi c'est typiquement martinien cette situation, le fait d'arriver à inverser la tendance et de donner à un personnage qu'on pense disparu, et bien de l'importance, c'est génial. En plus ce qui est fou c'est que cet Aegon, et bien il est en mode oui est-ce que je devrais pas aller voir Daenerys, essayer de me marier avec ma tante, essayer peut-être de négocier avec elle pour avoir des dragons, essayer de l'aider pour aller ensuite sur Westeros. Non, au final il fonce direct sur Westeros pour le trône de fer, et en plus ce qui est fou c'est que Daenerys n'a aucune connaissance de ce personnage alors que l'autre a connaissance de l'existence des dragons et de Daenerys. Donc on verra bien dans le livre 6 s'il y aura une rencontre peut-être, ou même le fait qu'elle sache que ce personnage est
était son neveu ou pas, on verra bien. Et pareil, autour de Daenerys, il y a aussi un autre personnage qui vient se mettre en place, c'est Quentyn Martell. Alors ça s'écrit Quentin avec un Y, mais je dis Quentyn parce qu'on dit Oberyn. Donc Quentyn Martell, c'est vraiment le personnage qui vient et qui essaye un petit peu de raccorder Daenerys avec Westeros. Il débarque avec un testament signé par Oberyn Martell, mais aussi un autre personnage qui protégeait Daenerys et Viserys lors de leurs enfances. Et ce contrat stipulait que Viserys devait se marier avec Arianne Martell, la princesse de Dorne et la fille de Doran, pour ensuite renverser Robert Baratheon, sauf que Viserys étant mort, ce contrat n'est plus totalement valable, et Quentyn Martell débarque à Meereen en disant que lui, le prince de Dorne et fils de Doran Martell, il est prêt à se marier avec Daenerys pour honorer un petit peu ce contrat plus ou moins, et donc essayer de rassembler le clan Targaryen avec le clan Martell pour vaincre Lannister et Baratheon qui usurpent le trône depuis si longtemps. J'attendais vraiment que Daenerys se dise oui ok pourquoi pas, on va se marier, on va partir là-bas, mais au final elle est quand même restée sur son idée initiale de se marier avec Isdar, et du coup Quentyn Martell il est resté là en espérant, en attendant, et à un moment il a fait une énorme connerie, il est allé voir les dragons parce qu'il s'est dit oui je suis dornien, j'ai du sang targaryen, parce qu'à un moment il y a eu une princesse de Dorne qui s'est mariée avec un roi targaryen, donc il y a eu un petit peu un mélange de sang, et je vais arriver à dompter les dragons. Alors du coup la scène est absolument ridicule, il arrive avec son fouet et il fouette en l'air et il dit non Régale, couchez, et puis au final Viserion et Régale, il se régale, j'ai envie de dire, parce qu'il le crame complètement et après il meurt. Donc c'était un peu ironique le fait de voir le prince de Dorne débarquer et se dire oui je vais essayer de rassembler le clan Targaryen avec une union et un mariage. Daenerys n'en a rien à faire et puis au final il fait la connerie ultime. C'était voilà un personnage secondaire qui apporte un petit peu de diversité là aussi. On a aussi quelques rares chapitres sur Arya avec les 100 visages et qui est devenue aveugle. Le fait de l'avoir évolué, analysé toute la situation en tant qu'aveugle, c'est très intéressant et ça donne là aussi un petit peu plus de background à ce personnage qui était très bien développé dans le précédent livre. Donc du coup j'espère que dans le livre 6 elle aura beaucoup plus d'importance. J'ai par ailleurs aucun souvenir d'avoir eu des chapitres de Sansa, mais en revanche on a eu quelques rares chapitres sur Bran Stark là aussi, où il explorait son pouvoir de vervoyant avec la corneille. C'était très rapide, c'était surtout au début du livre, donc j'espère là aussi qu'on aura beaucoup plus de chapitres sur lui dans le livre à venir. Cersei est emprisonnée par les moineaux et au final elle arrive à s'en sortir là aussi en faisant la fameuse marche de la honte, une marche encore plus horrible que la série parce qu'elle est vraiment battue, elle tombe, elle saigne de partout, elle est vraiment explosée, c'est un truc de malade. Et suite à cette marche de la honte, Cersei est beaucoup plus calme, elle est très peu développée dans ce livre parce qu'elle était plutôt très importante dans le livre 4, donc je pense que sa vengeance contre les Tyrell et les moineaux sera là aussi au cœur du livre 6. Mais d'une manière générale, Port-Réal est plutôt très délaissé dans ce livre, on se concentre vraiment sur tous les autres personnages, mais Port-Réal, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu beaucoup de chapitres là-dessus, ce qui était très bien aussi. Pareil, on a quelques chapitres sur Jaime qui résout des problèmes dans le conflant et qui étaient très intéressants là aussi, parce qu'ils apportaient de la psychologie autour de Jaime, un background encore plus développé que le précédent, et du coup on voyait que Jaime à la fin, il se faisait embarquer par Brienne, et Brienne lui disait oui il faut que vous veniez avec moi, mais uniquement vous, parce que dans le livre précédent, Brienne avait finalement choisi d'amener Jaime Lannister auprès de Lady Stoneheart. Donc Lady Stoneheart c'était Catelyn Stark ramenée à la vie par Beric Dondarrion et Thoros de Myr et qui se venge des Frey, des Lannister etc. suite aux Noces Pourpres. On verra là aussi si dans le livre 6 Jaime Lannister est conduit devant Lady Stoneheart, s'il est exécuté, s'il y a un pacte qui est passé avec Brienne, on verra bien par la suite. Et enfin tous les chapitres autour de Daenerys, ils m'ont plu, c'était très intéressant. Il y avait vraiment toute une difficulté à conjuguer ses envies d'émancipatrice avec les esclaves, le fait de renouveler la cité, de renouveler un petit peu le système politique de Meereen, et le côté très conservateur des Méréniens qui se montrent hostiles à la nouvelle reine des dragons, mis à part la population et les affranchis qui sont pour Daenerys, et je trouve qu'elle est très esseulée dans ce livre. Elle essaye de jongler entre plusieurs conseillers, Missandei par exemple, Sir Barristan, Vergris, Dariona Harris, Isdar, son nouveau mari. Elle essaye de jongler entre tous ces personnages, leurs envies, leurs conseils. L'absence aussi de Jorah Mormont pèse beaucoup sur le fait que Daenerys est plus ou moins seule, et elle a du mal à conjuguer vraiment ses envies avec la vie de Meereen. Et on la voit tout le temps, elle hésite, elle sait pas, elle propose des choses, les gardes lui disent ça serait bien de faire ça, ses conseillers lui disent faites attention à ne pas trop dévier comme le roi fou, faites attention à satisfaire le peuple. Isdar n'arrête pas de venir la voir en lui disant oui je veux bien vous épouser et arriver à garantir la paix avec les fils de la Harpie si vous arrivez vous aussi à vous contrôler et à éviter que vos dragons ne s'échappent. Vous pouvez vous montrer plus clémente en
en autorisant l'ouverture des arènes comme c'était avant. En plus, Daenerys, elle est dans une position stratégique et militaire très délicate parce que toutes les cités alentours pratiquement sont en train de lui faire la guerre. Mis à part Astapor, j'ai pas trop compris tout le délire autour d'Astapor, mais il me semble que c'est l'anarchie la plus totale dans la cité. Elle est dans une position vraiment très difficile. En plus, il y a la maladie qui est devant sa cité, elle est assiégée. Il y a tous les personnages qui gravitent autour d'elle, on tente de l'assassiner, de la tuer, bref, c'est très difficile pour Daenerys. Et pareil, à la fin, elle arrive à s'enfuir avec Drogon qui vole lors de combat de l'arène et qui l'emmène loin de tout ça. Donc on verra là aussi dans le livre 6 si Daenerys va aller au Dosh Khaleen avec les Dothraki, si tout ce qui se passe plus ou moins dans la série va avoir lieu ou pas, ou si justement Martin va prendre une autre voie. Ce livre se conclut par deux moments très forts, la mort de Jon Snow tué par ses frères de la garde de nuit, là aussi un petit peu dans un moment de fête, alors que les sauvageons sont passés de l'autre côté du mur, il est assassiné parce que justement il a permis aux sauvageons de passer. On verra là aussi, peut-être que Lady Stoneheart, qui s'appelle Lady Cœur de Pierre, donc Catelyn Stark, va peut-être venir le sauver, on verra. Moi je pense quand même qu'elle va venir parce qu'elle a récupéré la couronne de Robb Stark et son testament qui désignait son héritier au cas où il lui arrivait malheur, et je reste persuadé qu'elle va aller dans le nord et qu'elle va offrir sa vie à Jon Snow pour un petit peu racheter ses erreurs quand elle était Catelyn Stark, mais aussi honorer la parole de Robb Stark, et du coup Jon Snow il va devenir peut-être le nouveau roi du Nord, et on verra si ça se passe comme dans la série ou pas. Du coup je pense quand même que Mélisandre qui est toujours sur place, et Stannis qui se sont fait battre complètement par Ramsay Bolton, mais qui n'est pas mort, Stannis n'est pas mort, je pense que là aussi ça va jouer un grand rôle, peut-être que Shiren Baratheon va être sacrifiée, peut-être que Sélys Baratheon va elle aussi se pendre, comme dans la série. Ça risque d'être là aussi très important comme moment, mais je pense que les intrigues du livre 6 vont être déterminantes pour conditionner le 7e et dernier livre de J.R.R. Martin. Mais avant ça, il faut déjà que le livre 6 sort et pour l'instant nous n'avons toujours pas de date. Comptez sur moi pour vous faire la review de ce livre tant attendu lorsqu'il sera sorti. Voilà un peu pour ma review, c'était peut-être un petit peu trop descriptif et pas assez analytique, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié les chapitres de Theon Greyjoy qui est devenu Schling. C'était peut-être le personnage clairement fort de ce livre pour moi, et les chapitres à la fois difficiles à lire mais aussi très impatients de lire parce que c'était celui qui m'intéressait le plus, être dans la psychologie de Théon, la déchéance de Théon, toutes les horreurs qu'il a vécues et toute l'horreur qui gravitait autour de lui, c'était clairement pour moi le personnage le plus fort et le plus intéressant de ce livre. J'espère que ça vous a plu et intéressé, ne vous inquiétez pas, maintenant que j'ai terminé tous les livres, je vais pouvoir faire une vidéo entre guillemets conseil de lecture un petit peu, où je vous donne mon avis vraiment général sur toute la lecture, ce que je vous conseille comme édition ou pas, comme méthode de lecture, bref, je vous ferai ça dès que la saison 8 sera terminée. Merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'au bout et à très bientôt, salut.